Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, rapidement, c'est le dernier jour de la semaine. Je peux pas dire qu'on a eu une semaine mouvementée sur les marchés financiers. Quand on voit par exemple le S&P, bon, voilà, on a fait un petit peu du surplace, on a rebondi un petit peu. Le Nasdaq, idem, d'accord. Le Bitcoin, il a pas vraiment bougé. Il fait du surplace. Donc, on est clairement aujourd'hui en phase d'attente. Et d'attente parce que ça peut effectivement dégénérer, ça peut rentrer dans l'ordre et à ce moment-là, bien précis, on pourra avoir une accélération à la hausse des indices, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout la géopolitique et bien évidemment le conflit. C'est-à-dire, c'est le conflit qui mène la danse. Si le conflit s'aggrave, clairement, il y aura une panique et les marchés continueront de baisser. Si le conflit s'améliore très très rapidement, on rentrera effectivement dans l'ordre. Mais aujourd'hui, moi, mon avis, c'est que, alors encore une fois, je vais me mouiller, mais je m'en fiche. Moi, mon avis, c'est que on n'est pas encore sorti de la crise, qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, mais pour moi, il y a encore beaucoup de choses qui posent problème et qui peuvent nous dire c'est bon, on est sorti de la crise. Sur un plan technique, je vous ai déjà expliqué ce qui était important, mais sur un plan géopolitique, il y a clairement encore beaucoup d'incertitudes et je vais bien évidemment les aborder dans cette vidéo. Alors tout d'abord, hier, alors il y avait au départ cette rumeur de défaillance de la Russie, comme quoi la Russie n'allait pas honorer ses remboursements. Au final, au dernier moment, ça s'est fait. Donc JP Morgan a permis effectivement de récupérer l'argent et de le donner à Citi, d'accord? Et donc, vous voyez ici le risque de défaut des obligations russes qui s'effondrent. Donc, bien évidemment, très bonne surprise et tant mieux parce que effectivement, ça aurait été très problématique pour la Russie. Est-ce que cela veut dire que le risque est derrière et que la Russie a réglé ses problèmes? Beaucoup de gens m'ont dit, Tammy, mais ce que tu dis, c'est peu probable puisque la Russie a quand même énormément de réserves, à 600 milliards de réserves, mais justement, beaucoup de réserves sont en dollars. Et si la Banque centrale et si bien évidemment les Américains t'empêchent d'utiliser tes dollars, tu peux avoir 600 milliards, 1000 milliards, ça vaut rien si les Américains te disent ça vaut rien. Est-ce que c'est injuste? Oui. Est-ce que c'est logique? Non. Mais voilà, j'ai presque envie de dire c'est la loi du plus fort. Et malheureusement, c'est comme ça, qu'on le veuille ou pas. Et moi, j'insiste souvent auprès de mes étudiants, de ma communauté, sur le fait qu'en fait, on doit se focaliser sur ce que l'on peut maîtriser. Et là, en l'occurrence, clairement, les États-Unis sont bien plus puissants que la Russie sur un plan financier. Et puis, bien évidemment, la Russie aujourd'hui est enlisée dans un conflit. Elle se bat contre un peuple, c'est-à-dire, c'est comme les États-Unis se sont battus contre le Vietnam, ou alors l'Irak, ou alors l'Afghanistan, ou alors. Et ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'on va se battre contre un peuple, c'est con, mais même si le peuple contre lequel on va se battre est plus faible, et là beaucoup de gens ont dit la Russie a une armée extrêmement puissante, ils vont massacrer les Ukrainiens, ça va se faire très très vite. Oui, mais ils se battent contre un peuple, c'est leur pays, c'est leur territoire, on peut dire ce qu'on veut, et même ce qui est marrant, c'est qu'on disait, oui, mais ils parlent russe, mais ils sont beaucoup plus proches des Russes, et pourtant, c'est les russophones qui étaient les plus déterminés à se battre contre les Russes. Allez comprendre pourquoi, mais en tous les cas, c'est clair que ça ne se passe pas bien pour Poutine. Et c'est là où on en arrive à Poutine qui pourrait menacer et brandir la menace nucléaire. Ça, c'est les États-Unis qui le disent. Et Poutine, il est très exaspéré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des manifestations dans son propre pays. Alors, les gens qui vont me dire, oui, mais Tammy, tu racontes n'importe quoi. Eh ben, lisez ou même écoutez, je pense que c'est sur YouTube, etc., les propos de Poutine. Poutine, il vient, il traite de scam, c'est escroc, et traître les personnes qui manifestent contre la Russie. Vous voyez ici, donc ça c'est l'article, et donc Poutine, pour ceux qui ont entendu son intervention, il dit voilà, il est contre les personnes effectivement qui sympathisent avec l'Occident, et il dit le peuple russe
sera toujours capable de distinguer les patriotes, les vrais patriotes, des traîtres et des ordures, hein. Vous voyez, des ordures et des traîtres, et le recrachera simplement comme un insecte dans la bouche sur le trottoir. Et quand vous avez ce type de discours, c'est pas bon signe. Poutine est réellement en difficulté aujourd'hui, et clairement, voilà, même les Russes eux-mêmes sont contre ce conflit parce que clairement, voilà, on se bat contre un pays frère entre guillemets. L'économie russe n'avait pas besoin de ça. Et Poutine, encore une fois, voilà, il a voulu peut-être marquer l'histoire ou autre, mais et il a peut-être sous-estimé également l'Ukraine. Mais voilà, une guerre, quelle qu'elle soit, n'est jamais bonne. D'accord ? Il y a peut-être de bonnes raisons, de mauvaises raisons, mais ce n'est jamais une bonne chose de mener une guerre. Il y a Dominique de Villepin, magnifique. J'ai entendu son interview aujourd'hui. Le mec, il a tout compris. C'était l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, Premier ministre, un grand homme d'État. Et il tenait ses propos, c'est-à-dire que finalement, on est tous perdants. Tout le monde est perdant dans un conflit. Et donc, Poutine, ici, à travers ce discours, il vise également les élites. Il leur dit, voilà, on est tous dans le même bateau. Si je tombe, vous tombez. Et dans ce même discours, il a parlé effectivement, il a comparé l'Occident à l'Allemagne nazie. Il a parlé également d'un génocide contre les Russes de souche. Et ensuite, effectivement, il s'en est pris à ses propres, comment dirais-je, citoyens en les menaçant et en disant que voilà, c'était des traîtres et des ordures. À la fin, il va également parler des oligarques russes. Et vous voyez ici les oligarques, donc c'est des personnes effectivement qui sont enrichies sous Poutine. Et ces personnes aujourd'hui, voilà, ils ont des yachts, ils ont de belles maisons, etc. Et clairement, ils prennent leur distance par rapport à Poutine parce que s'ils sont proches de Poutine, clairement, ils vont tout perdre. On a vu récemment Abramovich, voilà, qui est en grave difficulté. Bref, tous les oligarques russes aujourd'hui sont tapés au portefeuille et clairement, c'est ça ce qui leur fait le plus mal et c'est pour ça qu'ils se retournent contre Poutine. Et Poutine a critiqué leur mentalité servile d'être trop occidentale dans leur esprit et pas ici avec notre peuple et avec la Russie. Et encore une fois, voilà, moi je vais pas dire je suis pas d'accord avec Poutine ou c'est pas mon but et c'est pas le sujet. C'est quoi le but pour nous? C'est ça. C'est la réaction de Poutine. D'accord? Traître, Poutine, aujourd'hui, il est clairement sous pression. Et donc, c'est pas bon. Parce que plus Poutine est sous pression, plus il risque effectivement de se révéler dangereux. Et c'est ce que disent les États-Unis, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs il y a longtemps dans une autre vidéo, où je disais, voilà, les États-Unis ont averti que le président russe Vladimir Poutine risquait de brandir la menace du recours à l'arme nucléaire si la résistance ukrainienne se poursuit, et il y a de fortes chances qu'elle se poursuive. Et il y a de fortes chances que l'armée russe soit en difficulté et que même si elle gagne cette guerre, elle ne la gagnera pas vraiment. D'accord? Parce que on se bat contre un peuple. Point à la ligne, dans tous les livres d'histoire, on voit bien qu'effectivement, c'est quasiment impossible de coloniser un pays contre la volonté du peuple. Alors bien évidemment, on peut le faire pendant quelques années, quelques décennies, quelques siècles même, mais ça va pas durer éternellement. Et là, en l'occurrence, clairement à l'ère de la communication de masse, voilà, on est en 2022, c'est pas quelque chose qui peut se faire aussi facilement. Même avec, voilà, pas mal de pays, ça s'était mal passé, mais là, on est dans une ère de la communication de masse. Donc, pour moi, c'est ça. C'est si jamais Poutine se sent réellement en difficulté, il risque effectivement d'attaquer, il risque de brandir la menace nucléaire et il risque à un certain moment de se dire j'ai pas le choix. Et c'est ça le problème. Et moi, je l'explique depuis plusieurs jours. Je disais, en fait, il faut vraiment lui réserver une grande porte de sortie. Le problème, c'est que Biden tape très fort. Biden vient d'accuser Poutine de criminel de guerre. Comment tu veux calmer le jeu en appelant et en traitant Poutine de criminel de guerre? Il va pas se calmer, au contraire. Il sait qu'il est encore plus en danger.
Est-ce que les États-Unis le font exprès? Est-ce que Biden, voilà, il est dépassé? Parce que c'est pas comme ça. Et c'est ce qu'a dit Dominique de Villepin. Et je suis complètement sur la ligne de l'ancien Premier ministre français. Il a complètement raison. Sur toute la ligne. C'est-à-dire, ok, tu peux dire que Poutine, il a fait une connerie, etc. Mais là, aujourd'hui, le but, ce n'est pas l'escalade, c'est la désescalade. Et les États-Unis peuvent le faire. Alors là, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la Chine. Et la Chine, les États-Unis, ils ont tapé sur la Chine. Or, la Chine, on en a besoin parce qu'aujourd'hui, clairement, le pays qui pourra calmer Poutine, c'est la Chine. Le pays le mieux placé au monde pour calmer Poutine, c'est la Chine. Or, les États-Unis tapent sur la Chine également. Ils menacent la Chine de représailles. C'est presque à se dire, est-ce que les États-Unis ne le font pas exprès? Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais en attaquant la Chine, la Chine, elle va se dire, ok, vous me tapez dessus, moi, je vais vraiment me rapprocher de Poutine. Donc, on est dans cette situation où les États-Unis... Alors, Poutine, c'est lui, pour moi, l'origine du problème, mais on peut en sortir. Et clairement, l'OTAN a fait des erreurs, etc., ce qui n'excuse pas Poutine, bien évidemment, mais ça permet effectivement également de dire, voilà, on a fait une connerie, on va essayer de se racheter. Et là, le problème, c'est que on est réellement dans l'escalade. C'est à qui va crier le plus fort, menacer le plus, etc. Donc, relation timorée de la Chine après l'invasion de l'Ukraine, et les États-Unis se disent, justement, Xi Jinping, il est sur le point de soutenir Moscou. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre dans le scénario du pire. Et vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai dit, tout va dépendre des Chinois. Parce que la réaction des Chinois va avoir un impact. Alors, clairement, économiquement, les Chinois n'ont pas intérêt à soutenir la Russie. Clairement, les Chinois ont besoin de l'Europe, ont besoin des États-Unis, comme les États-Unis et l'Europe ont besoin de la Chine. Interdépendance. D'accord? On est aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, dans une ère où on est de plus en plus dépendants les uns des autres. Les pays sont dépendants les uns des autres. Et tout le prouve. La preuve, Moscou, la Russie, ce qui se passe, montre que, voilà, tu peux pas vivre replié sur toi-même. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est que si il n'y a pas d'appel au calme, ça risque d'accélérer rapidement. Or là, Biden, il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Il va appeler Xi Jinping, d'après ce que disent les Américains, et il dit les États-Unis vont infliger des sanctions si Pékin soutient la Russie. Le problème, encore une fois, ici, c'est une question. Alors, bien sûr, tu peux exercer une pression. Les États-Unis sont très forts. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet exemple de la BNP. Cet exemple, il est très marquant. C'est BNP Paribas qui a eu une amende record de 8,9 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils auraient violé des accords avec, comment dirais-je, le Soudan, Cuba et l'Iran. Et donc, pour les États-Unis, grosse amende. Et regardez ici, parce que c'est juste incroyable. Donc, le juge, Lorna Schofield de Manhattan, elle a ordonné à la Banque française donc amende de 8,83 milliards, de payer une amende de 140 millions de dollars dans le cadre d'une condamnation, et qui a également appelé BNP Paribas à renforcer ses procédures et politiques de conformité. Et donc, cet argent allait aux personnes lésées par les 3 pays sanctionnés. L'Iran, donc on a vu l'Iran, le Cuba et Soudan. Et l'avocat général de la BNP, il a déclaré au juge que la banque acceptait l'entière responsabilité de sa conduite et était sous la supervision personnelle, blablabla, blablabla. Il ne fait aucun doute que l'organisation ne tolérera pas le genre de comportement que nous avons vu dans ce cas, c'est-à-dire que BNP Paribas s'est couché. C'est la vérité. Mais pourquoi? Loi du plus fort. Les États-Unis, t'es pas une banque américaine, on s'en fiche. Nous, on a des lois, ces lois, elles s'appliquent à toi, même si t'es pas une banque américaine. Et donc ça montre encore une fois la force des États-Unis, la puissance des États-Unis, presque l'arrogance des États-Unis. Et donc le problème, il est évident. C'est-à-dire,
Et on l'a vu avec le cas de la BNP. Alors bien sûr, BNP, elle n'est pas innocente. Il y avait également des... Mais toujours est-il que les États-Unis ont cette capacité d'influence. Et le problème ici, c'est que les États-Unis peuvent infliger des sanctions à la Chine. Aucun souci par rapport à ça. Le problème, c'est que si la Chine se sent menacée, eh bien, elle se dira, ok, ben, vous voulez la politique du pire, pas de souci, et ils vont réellement s'allier à la Russie. Donc le problème ici, c'est qu'on ne sait pas quelle sera la réaction de la Chine, comment Biden va gérer le truc, sachant que Biden, depuis pas mal de temps, il tape. Et Biden, moi je l'avais déjà dit, le gars, il est beaucoup plus agressif, à mon sens, que Trump. Trump, il était déjà rentre dedans, mais Biden, c'est un niveau supérieur. Et donc là, le problème, il est que la réaction de la Chine. Est-ce que Xi Jinping, il va accepter? Est-ce que les Chinois vont accepter? Et à un certain moment, ils vont se dire, ok, vous nous rentrez dedans, et ben il y a pas de... et ça peut tout déterminer pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Clairement, tout déterminer. Enfin, on va revenir rapidement sur les matières premières. Donc le nickel, bon, il y a eu cette histoire de short squeeze incroyable, le nickel qui prend 250% et puis là qui s'effondre. Et voilà, on est clairement dans un film. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais le pétrole qui repart à la hausse. Et ce pétrole, il est repassé au-dessus des niveaux des $100. On a eu une forte baisse, hein, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. On a eu du plus 40%, moins 30%, ce qui est juste incroyable. Là, il est en train de se reprendre. Pourquoi? Parce que justement, la Russie, donc le Kremlin, a contesté des informations selon lesquelles il y aurait des progrès importants dans les négociations avec l'Ukraine. Autrement dit, ça ne se passe pas bien avec l'Ukraine. Le problème, c'est que ça a pesé très fort sur les prix. On parle d'une inflation en Europe de 32%, le plus haut niveau depuis 1997, une inflation des prix de l'énergie, hein, parce que quand vous savez l'inflation, on prend en compte les biens de consommation, les services, mais également l'énergie, d'accord? Et pour l'énergie, on parle de 32% en Europe, alors que les prix à la consommation ont augmenté de 5,9%, ce qui est également un niveau extrêmement élevé. Enfin, dernier point, aujourd'hui, on a les trois sorcières. Les trois sorcières, c'est quoi? C'est le troisième vendredi de chaque mois de mars, juin, septembre et décembre, donc tous les 3 mois. On a 3 événements clés qui se conjuguent et qui vont exacerber la volatilité. Alors, ces 3 événements, c'est quoi? C'est l'expiration des options sur les actions individuelles, sur les contrats à terme, les contrats futurs sur indice boursier et les options sur indice boursier. Et le problème, c'est que ça représente des montants colossaux qui sont débouclés ou voilà, ou des positions qui sont peut-être effectivement prolongées, mais ça représente un montant de 3500 milliards de dollars. Pour le moment, on peut pas dire que le marché s'effondre. Il n'y a pas gros changement. Ça tient plutôt bien. Maintenant, encore une fois, voilà, le S&P, il est là, il est en train de faire une divergence, d'accord, à la hausse. Il est pas loin de casser. On est toujours sous les moyennes mobiles sur une base weekly. Voilà, on joue, d'accord. On n'a pas, c'est pas encore une fois catastrophique. Le Nasdaq est toujours vendeur. On est encore loin des moyennes mobiles. Je vais revenir ici rapidement sur le CAC 40 et peut-être sur le DAX. Voilà, le CAC 40 qui a rebondi assez fortement. Vous voyez, on est toujours sous la moyenne mobile, même si on a rebondi quand même assez fortement. Le DAX, idem. Hein. Bon, le DAX, il souffre un peu plus que le CAC. Les volumes sont assez élevés. On est toujours sous les moyennes mobiles. C'est quand même un graphique weekly. Il faut pas l'oublier. Hein. Et c'est un marché qui, depuis les plus hauts, avait perdu quelque chose comme 23%. D'accord? Donc, c'est normal qu'il se reprenne. Il a quand même dessiné un très beau rebond. Maintenant, est-ce que on peut dire que le risque, il est derrière nous? Pour moi, c'est encore trop tôt pour le dire. C'est encore trop tôt pour le dire. Pourquoi? Parce que les indicateurs, tout est encore vendeur en ce qui me concerne. Sur un plan technique, pour le moment, c'est que des positions spéculatives, pas des positions de fond, genre on a un retournement, on a une tendance qui est clairement haussière. Le pétrole, pour le moment,
bon, il fait du surplace, d'accord? Rien d'extraordinaire. Voilà, donc on est, je pense, en stand-by. Il y a donc les trois sorcières, il y a, je pense, les États-Unis, la réaction par rapport à la Chine, ce que va faire la Chine, Poutine également, est-ce que il va aller jusqu'à parce que brandir l'arme nucléaire? Est-ce que voilà, on est encore une fois dans le flou le plus total et les marchés et c'est ça ce qui est intéressant pour moi. Le Bitcoin, c'est vraiment ce qui voilà nous permet de bien comprendre la situation. C'est clairement une position d'attentisme. On est aujourd'hui en position d'attentisme. Ça casse par le haut, d'accord. Ça voudra dire, alors sur le Bitcoin, comme il est corrélé au risque, que voilà, il y a un nouvel élan haussier. Si ça casse par le bas, on est réellement dans un scénario d'aggravation de la situation, de panique et puis voilà. Les obligations pour le moment, rien de particulier pour le moment. C'est toujours bien vendeur les obligations. Voilà, l'or, il consolide, il a bien consolidé. Fait pas grand chose pour le moment, d'accord. On a une grosse consolidation. C'est pas extraordinaire et la correction elle était quand même assez profonde. Maintenant c'est quand même assez intéressant, on est quand même sur des points bas mais voilà, si s'il y a la paix, si on a un accord qui est trouvé, si clairement l'or va baisser clairement et les indices vont monter. Donc encore une fois, c'est très géopolitique ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Si vous avez kiffé ce format où je vous donne un peu mon avis, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!